Nous vous présentons à cette occasion un documentaire exceptionnel qui s'intitule « Ce qu'il reste de nous ». Il a été tourné de façon clandestine par une équipe de documentaristes québécois au Tibet de 1996 à 2004. Il a été vu en salle par presque 1 million de personnes, mais il n'a jamais été montré à la télévision, donc c'est une grande première ce soir. Et à cette occasion, nous avons avec nous un des réalisateurs de ce documentaire, François Prévost. Bonsoir François. Bonsoir. Vous aviez 2 autres complices, si on peut dire, dans ce grand projet qui a duré tellement d'années. Il y a eu plusieurs complices, mais évidemment, plus particulièrement, Hugo Latulippe, co-réalisateur et co-caméraman, et qui amenait une vision un peu plus politisée pour le film, et Kessan Dolma, qui était notre inspiration et notre lien avec le Tibet, puisqu'elle est tibétaine, née en exil, née en Inde, élevée à Montréal, qui a grandi à Montréal, et donc qui retournait au Tibet pour la première fois de sa vie. C'est pas évident de tourner au Tibet, tout le monde le sait. Les journalistes ont toujours des problèmes quand ils se rendent là. Vous, au fil des années, vous êtes parvenu donc à multiplier les tournages. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour échapper aux autorités? Bien évidemment, c'est qu'on n'a pas utilisé l'approche médiatique, si on peut dire. On n'est pas entré comme des journalistes ou des gens qui font un film. On est allé comme des touristes, avec un visa de touriste, avec des petites caméras, et ça, c'est quand même permis, en Chine, évidemment. Donc, on a utilisé cette approche-là plutôt discrète. On est allé dans des régions très reculées. À l'aide de Kessan et de d'autres Tibétains à l'intérieur du Tibet, on est allé de personnes de confiance en personnes de confiance, toujours plus reculées à l'intérieur du Tibet. Et donc, ça nous a permis d'entrer en contact de façon très intime avec les gens. Et c'est comme ça qu'on a pu tourner à l'abri des regards des autorités chinoises. Alors, on va le regarder ensemble, puis je suis sûr que les téléspectateurs vont être d'accord après. Il y a plein de questions qu'on va se poser. On le regarde. Nous y croyons encore. Alors François, c'est un documentaire très touchant. Je pense que les gens qui l'avaient vu en salle, au cinéma, en 2004, avaient un peu la même réaction. Ils étaient absolument étonnés de voir comment les Tibétains vénéraient le Dalai Lama. Vous, est-ce que ça vous a étonné, ça, pendant vos tournages, de voir combien les gens étaient prêts à se prosterner, pleuraient en voyant le Dalai Lama? C'est sûr que ça nous a touché beaucoup aussi, parce que, en fait, le Dalai Lama ne peut pas retourner actuellement depuis 50 ans et il est privé d'accès au Tibet, de retourner au Tibet. Donc, pour les Tibétains, évidemment, c'est leur Dieu, c'est le Bouddha vivant, le Bouddha de la compassion. Donc, pour eux, ils le voient non seulement avec des lunettes, si on peut dire, de Dieu, mais aussi comme inaccessible. Donc, nous on apportait un message du Dalai Lama, une image, comme eux disaient, une image qui bouge. Et donc, pour eux, c'était comme presque l'incarnation vivante. Parce qu'il faut bien dire que c'est interdit même de posséder des images, des photos du Dalai Lama au Tibet. Si on se fait prendre avec ça, on le voit un peu dans le film d'ailleurs, Khalsang cherche un peu dans les photos, il dit c'est pas la photo que je cherche. Si les gens sont pris avec ça, c'est tout de suite des graves problèmes. Exactement. Les photos du Dalai Lama sont quand même possibles à trouver au Tibet. Il y a un marché noir. Mais c'est interdit. Si, par exemple, les militaires rentrent chez vous et qu'il y a une photo du Dalai Lama, c'est sûr que vous allez être questionné, vous risquez l'emprisonnement. Et parler à des journalistes ou faire un film comme on l'a fait, les gens risquaient 15 ans de prison. Donc, c'est sérieux. C'est pour ça que nous, quand on a contacté les gens, on a pris soin d'expliquer longtemps, lentement ce qu'on faisait. Et donc, les gens qui participent au film ont fait le choix. Et en général, on donnait un 24 heures de réflexion avant le rendez-vous pour le tournage. Parce que ça, c'est important de souligner ça aussi. Quand ça a été montré en salle, en 2004, il y avait des agents, des gens à l'entrée qui littéralement fouillaient les sacs des gens pour s'assurer qu'il n'y ait pas de caméra dans la salle, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des gens qui filment votre film, pour qu'il n'y ait pas de représailles à l'endroit de ces personnes-là qui avaient accepté de participer à votre projet. Là, ce soir, on l'a montré à la télévision pour la première fois, c'est une première mondiale. Exact. Est-ce que ces gens-là risquent pas maintenant d'avoir des problèmes? Là, vous ne pouvez plus contrôler l'accès à ces images-là. Maintenant, ils sont disponibles, elles sont dans le public. Là.
Exactement. Mais c'était une longue réflexion. En fait, même avant le tournage, il y a eu un grand moment de réflexion à savoir est-ce qu'on devrait montrer les visages des Tibétains. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris le temps d'approcher les gens de façon très méthodique, très lente et très intime, et avec une façon aussi de les approcher en tibétain, par Kessan, qui était notre guide. Et de personne de confiance en personne de confiance, les gens ont accepté de prendre le risque. Parce que pour eux, les Olympiques qui s'en viennent, le fait de participer à un projet de film comme ça, c'est dans leur vision de karma à eux, c'est la façon unique, leur chance unique d'exprimer la réalité de ce qui se passe, de ce qu'eux ils vivent. Parce qu'évidemment, comme il y a peu de journalistes qui vont au Tibet, on sait très peu de choses de ce qui se passe dans le quotidien des Tibétains. Vous, là, pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? D'abord, de 96 à 2004, ça fait 8 ans d'une vie dans un projet qui doit coûter des sous quand même et qui implique beaucoup d'efforts. Là encore, aujourd'hui, vous êtes là à en parler, vous êtes là quand même encore à défendre ce film ou à le promouvoir. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans personnellement? C'est effectivement très personnel. C'est que pour moi, le Tibet représente une avenue pacifiste. Ça fait 50 ans que les Tibétains essaient de retrouver leur liberté culturelle, leur liberté de penser, leur liberté d'être dans leur propre pays. Et donc, ils essaient par des moyens pacifistes. Puis moi, je trouve que la non-violence, ça me rejoint beaucoup. Puis dans mon travail de médecin, évidemment, la médecine, c'est d'abord d'essayer de soulager la souffrance. Donc moi, quand je suis allé au Tibet pour la première fois, en 94, j'ai vu beaucoup de souffrance chez les gens. J'ai constaté aussi que c'était très peu connu. Puis comme j'étais pour la course Destination Monde à ce moment-là, on avait des petites caméras. J'ai fait un premier documentaire de 5 minutes sur la situation. Et plus j'en apprenais, plus me venait le désir profond de documenter réellement la situation sur le terrain. Ce qu'on n'a jamais vu en réalité. Est-ce que les gens vous ont demandé, par exemple, est-ce que le Dalai Lama a vu votre film? Évidemment, tout le monde nous demandait à la sortie du film si le Dalai Lama avait vu le film. Puis, on a demandé même directement, j'ai eu même l'occasion de lui demander directement au Dalai Lama. C'est un fin politicien, hein. Il veut pas répondre à la question parce que, évidemment, ça le place dans une situation politique difficile. Le Tibet, le bureau du Dalai Lama essaie de faire des négociations avec la Chine. En ce moment même, on essaie d'un peu de rétablir des liens, là. Donc, à la fois, le Dalai Lama veut protéger les gens qui sont dans le film, à la fois, il veut continuer les négociations. Il ne peut pas se prononcer sur le film. Donc, la meilleure façon, c'est de détourner la question à savoir s'il l'a vu ou non. Ben nous, on pense qu'il l'a vu, le film, parce que, en tout cas, lorsqu'il a accordé une entrevue récemment à Jean-François Lépine, il semblait bien quand même être au courant de ce que vous avez fait, de ce qu'il y avait dans le film. Alors, on écoute après la pause cette entrevue avec Jean-François Lépine.